Cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ces déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce jour. Cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ces déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. wai ne zai manti kala harino kan da bore na bangisi banda masu kallon da sauraron mu barkamu da yau. Demain s'ouvre à Accra le 45e sommet ordinaire de la CEDEAO. Il sera question d'une monnaie unique pour les États membres. Le gouvernement du Niger a décidé de suspendre provisoirement toute activité sur le site d'or de Gado. Le ministre d'État, ministre des Mines, était sur le site pour expliquer cette décision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, bonne rupture de jeûne. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, est depuis hier au Ghana, où il participe au 45e sommet ordinaire de la CEDEAO. Dans l'après-midi, il a rencontré la communauté nigérienne vivant dans ce pays frère. Le chef de l'État les a informés sur l'évolution du développement économique du Niger. Mais c'est demain que véritablement la réunion des chefs d'État et de gouvernement s'ouvre. Quelle sera la quintessence de ce sommet? Une analyse de Isdor Banaba. C'est une rencontre qui devrait consacrer l'approbation du protocole permettant aux citoyens de la région de se déplacer librement. Après son approbation, ce protocole sera suivi par la mise en place d'un système de carte d'identité régionale biométrique pour les citoyens de l'espace CEDEAO et la suppression de l'obligation de permis de séjour pour tous les citoyens dans les États membres. Le 45e sommet ordinaire examinera également la proposition des ministres relative à l'approbation des exigences de permis de séjour pour les citoyens de la communauté dans le cadre de la réforme du protocole régional de 1978 sur la libre circulation des personnes, le droit de séjour et de résidence. Avant la réunion de haut niveau vendredi, les ministres de l'Intérieur plancheront aussi sur le rapport de la rencontre des chefs de services de renseignement et de sécurité de la CEDEAO qui s'est tenue récemment à Accra et examineront l'évolution de la situation sécuritaire dans certaines régions du Nigeria et dans le nord du Mali. Seront également évoqués le partenariat économique avec l'Union européenne pour protéger les exportations de la communauté, la monnaie sous-régionale ECO, mais aussi la fièvre Ebola qui continue de faire des victimes dans la sous-région. Des dirigeants de 3 autres pays non membres de la CEDEAO, à savoir le Cameroun, le Tchad et la Mauritanie, sont invités à ce sommet. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, est également attendu à Accra. À Accra, on parlera de la future monnaie unique. Le président Issoufou Mahamadou et John Mahama du Ghana ont justement été désignés par leur père pour concrétiser ce rêve. Mais quelle perspective offre cette monnaie aux États membres? Sanoussi Jakou, économiste, répond. Il y a une monnaie unique, que ce soit au niveau de l'UEMOA seulement, comme c'est le cas, que ce soit au niveau de la CEDEAO, comme ça peut être le cas, que ce soit au niveau de l'Union africaine, ce qui est problématique, que ce soit même au niveau mondial, c'est une très bonne chose. La disparité monétaire
n'a jamais arrangé que des spéculateurs. C'est une très bonne chose. Si les pays de la CEDEAO se rassemblent pour fermer les trous de la jarre cassée en créant une monnaie unique, eh bien, nous aurons avancé d'un pas de géant dans le processus de la création de l'intégration africaine. Avant tout, l'intégration africaine, ce n'est pas simplement l'intégration du territoire avec la disparition des frontières. L'intégration africaine, ce n'est pas seulement l'intégration linguistique avec l'usage de la langue française ou de la langue française et anglaise et espagnole seulement. L'intégration africaine, ce n'est pas seulement la liberté de circulation des personnes et des biens. L'intégration africaine, ce n'est pas seulement la communauté de culture et la communauté de civilisation ou le rapprochement entre les diverses civilisations. Eh bien, la vraie intégration africaine sera économique et monétaire ou elle ne le sera pas. Merci, monsieur le président. Sanoussi Tambari Jakou, que vous suivrez d'ailleurs en partie magazine de cette édition. Je le disais tantôt dans les titres, une mission conjointe du ministère des Mines et du gouvernorat de la région d'Agadez était du 1er au 7 juillet dernier dans le département de Bilma. Objectif, apporter l'information de la décision prise par le gouvernement du Niger, celle de suspendre provisoirement les travaux sur le site d'exploitation d'or de Gado aux populations du Kawar. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux Murtala Zouberou et Ibrahim Idi. Cette mission conjointe du ministère des Mines et du gouvernorat de la région d'Agadez, qui a sillonné les 4 communes du département de Bilma en passant par Bilma, Fachi, Chifa et Jado durant une semaine, a pour principal objectif d'informer les populations du Kawar de la décision prise par le gouvernement du Niger lors du Conseil des ministres du 2 mai dernier. Une décision ayant trait à la fermeture provisoire du site d'exploitation d'or de Jado. Dans ce cadre, la délégation s'est entretenue avec les populations de toutes ces communes afin de les informer de cet état de fait. Des débats francs ont eu lieu entre la délégation et les populations concernées. Pour mieux faire passer cette information, la mission s'est rendue sur le site d'exploitation d'or de Jado. Tout comme les différentes communes, la délégation s'est entretenue avec les orpailleurs du site. Le directeur de l'exploitation des mines et le secrétaire général de la région d'Agadez ont pris la parole tour à tour pour expliquer aux orpailleurs l'objet de la mission. Suite à cette rencontre, le directeur de l'exploitation des mines s'est dit satisfait. D'une manière générale, donc, les objectifs spécifiques liés à cette mission sont bien perçus et nous avons constaté qu'effectivement les acteurs ont compris le bien fondé de cette décision gouvernementale. Donc ils ont appris que la fermeture ne sera que momentanément, maximum 1 mois. Et ils ont compris pourquoi le gouvernement a pris cette décision. Voilà en gros ce que je peux dire par rapport à cette mission. Je suis particulièrement satisfait du comportement des uns et des autres, de la population qu'on a rencontrée, de tous les membres de la délégation. Vraiment, chacun à son niveau a su expliquer quelle est sa position par rapport à cette exploitation. Le secrétaire général du gouvernement d'Agadez, pour sa part, a félicité les populations du Kawar pour leur compréhension et leur pleine participation tout au long des échanges qui ont eu lieu dans les différentes communes. Partout où nous avons passé, on peut dire en général que les populations ont épousé la décision du gouvernement. Mais en retour, ils ont posé des doléances par rapport à l'exécution de cette décision. Ces doléances vont du fait que ils ont demandé, en tout cas dans la majorité, que cette décision puisse être, l'exécution de cette décision ne puisse pas dépasser tout au plus 1 mois pour qu'ils puissent retourner sur le site pour continuer leurs activités d'orpaillage qui, n'en point douter, a apporté en tout cas à réveiller du point de vue économique
c'est palpable, on l'a vu partout, en tout cas les populations du Kawar. Concerné directement par l'exploitation de l'or, le maire de la commune rurale de Jado s'est dit satisfait des retombées dont bénéficie sa commune. Il s'est dit rassuré de cette nouvelle décision du gouvernement du Niger qui permettra certainement de rehausser la production de l'exploitation de l'or de Jado. Pour ce qui est des retombées, c'est sûr, il y a eu des retombées. C'est au niveau de la population, donc des villages, et au niveau de la commune. Parce que quand j'ai dit de la commune, nos recettes ont augmenté d'un seul coup, dans l'intervalle donc de 76 jours, parce que nous avons effectivement commencé les perceptions réelles sur cette rentrée, en tout cas des gens, sur ce flux, les différentes taxes. Donc nous avons constaté qu'il y a un triplement par rapport au mois passé. Une fois cette décision appliquée, le travail sur le site sera réorganisé et la Société de patrimoine des mines du Niger, Supamine, prendra en charge les commandes de l'exploitation de l'or de Jado. Actuellement, nous sommes sur le nouveau site d'orpaillage de la zone de Jado. C'est un site qui a été découvert par la population locale et bientôt 2 mois, une véritable ruée vers l'or est en train de s'organiser sur ce site. L'État du Niger, lors du Conseil des ministres du dernier, si ma mémoire est bonne, a décidé d'octroyer ses permis à la Supamine. Actuellement, Supamine a introduit une dizaine de demandes de permis sur différents sites de la zone du Jado jusqu'à la frontière algérienne et probablement dans les quelques jours qui viendront, ces conventions qui nous permettraient de posséder qui permettraient à la Supamine de posséder ces permis vont sortir. Le site d'exploitation de l'or de Jado est un carrefour où on trouve des orpailleurs venus du Tchad, de la Libye, du Soudan, mais aussi des Nigériens venus de toutes les régions. Cette décision de l'État du Niger va permettre d'imposer des taxes aux orpailleurs pour le bien des populations du Kawar en particulier et du Niger en général. Vivre sur le site d'exploitation d'or du Jado est un véritable calvaire pour les orpailleurs qui y vivent avec cette cherté de la vie qui s'est du coup installée, une situation que déplorent les orpailleurs. Le constat de nos envoyés spéciaux, Murtala Zouberou et Ibrahim Idi. Vivre sur le site d'exploitation de l'or de Jado n'est pas à la portée de tout le monde. Pour cause, la cherté de la vie sur ce site de Jado situé dans le département de Bilma, région d'Agadez, toutes les transactions se font en grammes d'or. Un troc en quelque sorte que déplorent d'ailleurs les orpailleurs vivant sur le site. komi tsada a da reza tun da yanzu can gida ba da wuce 30 ko 40 amma na wajen milseksan da gidari komi robin ga haka yake milseksan yanzu nama wallah wani har yanzu ya kuma cin nama saboda tsada. Matsaloli suna da yawa ka gani matsala na warin ba ko fuskan kawo abinci ne kuma abinci yawan abubuwan ko wanda suke hitowa daga libi kawo abun shika 5 ana sai da na wajen shika ko 80 ka gani kuma birgaram ne ake sai da yanzu misali kawo mota ga toyota daga libi tana kai kawo 30,000 ka buga yana kai kawo miliyan 15 hakan ga to nan suna sai da ta wajen kawo miliyan 30 da wani abu kawo wajen 60,000 da wani abu kawo abun sai turo. Face à cette situation qui n'a que trop duré, ces orpailleurs interpellent l'État afin de prendre leurs préoccupations en compte. duba gani saboda harin rashin lafiya likita da sauransu wani makayan magani da sauransu akwai matsala ko ba gaskiya ba yana da kyau a diba rayuwa ta dan adam magani wannan
daji ana cikin shi wani bai san mawalin shi wani bai san karshen shi ba yana da kyau a duba a gani harkokin magani saboda akwai mutane da yawa wanda ba su lafiya ba magani ba magani ya abinci ma tsare barantana magani kenan haka kamata jama'a a duba a gani a taimaka ma talakawa da magani da daktori wanda za su san ki kula da su kuma fuskan harkar kudi ne amma gwamnati ya kamata a taimaka ma jama'a ba su kan wannan abu. Cette cherté de la vie sur ce site s'explique par le fait que les produits sont importés par les commerçants venus de Tchad, de la Libye, du Soudan. Des commerçants déterminés tout simplement à s'enrichir sur le dos des pauvres orpailleurs. Des mesures doivent être prises pour réglementer le prix des différentes marchandises sur le site afin d'améliorer les conditions de vie des orpailleurs. Le brevet de technicien supérieur BTS d'État aura lieu dans quelques jours. À cet effet, une de nos équipes s'est rendue dans quelques établissements professionnels pour s'enquérir du niveau des préparatifs de ces examens. Voici leur constat dans ce reportage signé Hima Seibou et Sambo Zamou. À quelques jours des examens du brevet de technicien supérieur BTS d'État, session 2014, les différents instituts s'activent à préparer les examens. Selon les responsables de certains établissements que nous avons approchés, tout est fin prêt, les élèves n'attendent que le jour J. Les étudiants qui vont se présenter au BTS d'État sont fin prêts. Parce que nous avons organisé l'examen comme les blancs et depuis mi-juin. Il y a des professeurs volontaires qui continuent après les heures blancs. Donc tout ce mois de juillet, il y a des enseignants qui viennent gratuitement faire des cours de révision pour traiter les anciens examens de BTS. Et maintenant, vous avez vu même qu'il n'y a plus de cours, il n'y a même plus de révision. On a laissé les étudiants travailler en petits groupes et je vous dis que nous sommes fin prêts. Nous dirons de notre côté que nous sommes à presque 100% prêts. Nous avons épuisé donc les programmes et les étudiants sont suffisamment dotés vraiment de tous les moyens, en tout cas pour réussir. Présentement, nous avons initié une méthode là de les accompagner, notamment pendant même ce mois de carême. Les étudiants ils viennent chaque soir faire des études de cas jusqu'à la veille des examens. Très confiant car ayant exécuté le programme à 100%, les élèves attendent impatiemment les épreuves. Bon, actuellement nous sommes dans les phases de révision. Je dis que bon, à 80-85% on a fini le programme et là on est en phase de révision qui bientôt prendra fin, Inch'Allah, ce samedi-là. Les préparatifs vont bon train puisque actuellement on est dans les dernières révisions en ce qui concerne quelques manquements qu'on n'a pas pu faire durant l'année. Je pense bien qu'on peut affronter les épreuves dans de bonnes conditions. On a épuisé le programme, on est en train de faire des corrections de TD, des examens de fin d'année qu'on a pu faire. On fait des épreuves des autres établissements et les épreuves des anciennes sessions du BTS passé, des BTS passés. C'est un examen comme les autres examens, donc on essaie de ne pas trop se stresser, de garder le sang-froid et le courage aussi. 98% je dirais. Maintenant le reste c'est à nous de compléter avec les TD et les recherches. Aux camarades, c'est de ne pas se stresser surtout, c'est de garder le moral, de se concentrer sur ce qu'on connaît, effectuer les recherches, c'est tout. Hein. C'est pas la fin du monde comme on l'a dit. C'est un examen comme tous les autres examens. Occasion saisie également par certains responsables de ces écoles professionnelles pour lancer un vibrant appel à l'endroit du ministère des Enseignements secondaires et de l'État afin de soutenir les écoles et instituts privés dans la formation des élèves. Nous, écoles privées, nous travaillons pour le Niger. Nous travaillons pour le Niger. Si nous prenons des crédits à la banque, SOSRA, eh bien, c'est pour investir. Et pour investir, pour former les Nigériens. Ça veut dire que nous formons les Nigériens au même titre que l'État. On doit nous respecter. Donc c'est les deux appels que je vais lancer, surtout à l'État, de voir que nous sommes des partenaires.
Dans les autres pays, c'est pas comme ça que ça se passe. Moi, chaque année, je suis avec mes étudiants, ils voient ce qui se passe. On discute avec les administrations des autres écoles privées. Ils sont bien respectés. Bonne chance alors à tous les candidats et candidates aux examens du BTS d'État session 2014 qui se tiendront le lundi 14 juillet 2014. La campagne agricole s'est installée sur l'ensemble du territoire national. Les paysans s'attellent aux travaux champêtres. C'est en tout cas le constat fait ici par nos reporters Taïro Amadou et Issa Hassan. Avec les dernières précipitations enregistrées sur presque l'ensemble du territoire national, l'espoir semble renaître du côté des paysans. Ils s'activent dans les champs afin que cette campagne ne soit pas déficitaire comme ce fut le cas l'an dernier. Nous avons commencé à labourer il y a environ 2 semaines. C'est vraiment difficile en ce moment, mais aujourd'hui, Dieu merci, on a eu la pluie. Nous espérons que ça continue pour que la saison réponde à notre attente. Nous attendons de l'aide aux autorités parce que c'est le moment le plus difficile maintenant. Comme vous le voyez, plusieurs villages ont semé, d'autres ont entamé le cerclage. Depuis des décennies, le Niger ne cesse de lutter contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, résultant le plus souvent de mauvaises campagnes agricoles devenues récurrentes à cause des changements climatiques. Il importe aux acteurs concernés de prendre toutes les mesures pour un appui conséquent en semences sélectionnées aux producteurs et une mise en place d'un plan d'action pour une éventuelle invasion acridienne afin de créer les conditions adéquates pour une campagne agricole répondant aux attentes des paysans. Volet reportage de cette édition, une de nos équipes s'est déplacée dans les rizières de Goudel, Losgungu et Gabgoura, où le problème d'inondation persiste toujours, d'où le cri des cœurs de ces populations. Dans les rizières appartenant à la population de Goudel, Losgungu, Kosei et Gabgoura, les propriétaires de ces rizières sont confrontés à un sérieux problème devenu récurrent à chaque saison des pluies. Il s'agit des inondations. En effet, plus de 1000 foyers attendent toujours de voir un jour leur souhait réalisé en construisant un digue capable de maintenir l'eau afin qu'ils puissent mettre l'ensemble de ces périmètres en valeur. Nous sommes les propriétaires de ces rizières, ça fait maintenant plus de 10 ans que nous avons des problèmes d'inondation. On a tout fait, jusque-là rien comme solution. Nous avons entendu le programme du président de la République, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Il faut que ça commence par nous, les paysans. Vraiment, on attend l'aide des autorités. Partenaires et autorités, à travers le programme du président de la République, les Nigériens nourrissent les Nigériens, doivent venir en aide à ces populations qui ne demandent qu'à participer à la lutte contre l'insécurité alimentaire au Niger. La coopérative de l'ENSP de Zender a fait don de moustiquaires et du sucre à la maternité centrale de l'hôpital national de la dite région. C'était le mardi dernier. Moussa Damougarba y était. Voici son compte rendu. Ce don composé de sucre et de moustiquaires a été remis à l'hôpital national de Zender et la maternité centrale de Zender. Il s'agit pour les étudiants de l'ENSP de témoigner toute leur solidarité et leur compassion envers cette couche vulnérable, la femme et l'enfant. Cette action rentre également dans le cadre des activités socio-éducatives de la coopérative et de l'ENSP. En réceptionnant ce don au niveau de l'hôpital national de Zender et la maternité centrale, les différents responsables à tous les niveaux se sont réjouis de cette action humanitaire, surtout en ce mois béni de Ramadan. C'est une bonne initiative parce que les personnes pour qui c'est destiné, c'est nos malades, c'est vos malades aussi. Et vraiment, je vous encourage dans cette perspective. Et je vous assure aussi que ça sera utilisé
en bon escient par les personnes à qui est destiné ce don. Où le partage est essentiel pour les musulmans. La coopérative de l'NSP n'entend pas s'arrêter là. Pour le président, d'autres actions similaires suivront après. La Somaïr a organisé cette année la 2e édition de la journée de sécurité sous le thème la sécurité au travail, l'affaire de chacun, je m'engage. Objectif, sensibiliser les travailleurs de la dite société sur la sécurité au travail. Ramédé Alassane. La 2e édition de la journée sécurité au travail organisée par la Somaïr sur son site a pour thème cette année la sécurité au travail, l'affaire de chacun. Slogan retenu, je m'engage. Signe de maturité, cette édition a fait l'objet d'une parfaite organisation et a enregistré la participation d'éminentes personnalités. Nous citerons entre autres le directeur général de la Somaïr, M. Jean-Luc Andrieux, son hôte d'arrivée, M. Michel Renoir, le préfet d'Arlit, du directeur d'exportation Somaïr, M. Agila Salifou et son staff, ainsi que plusieurs invités de marque. Un programme riche a été présenté au public ayant démarré par des jeux concours afin d'évaluer les connaissances des agents Somaïr sur les questions de la sécurité au travail. Puis, ça a suivi l'entrée en scène du poète officiel de la Somaïr, M. Hadi Maïga, précédé de séances de démonstration de secourisme présentées par le corps d'élite des sapeurs-pompiers volontaires de la société. La cérémonie inaugurant les manifestations est marquée par plusieurs interventions, dont celle du directeur d'exploitation et celle du directeur général de la Somaïr, dont nous vous livrons un extrait. Alors, sur le site de Somaïr, à la date d'aujourd'hui, et je dois en féliciter chacun ici, nous n'avons enregistré aucun accident du travail avec arrêt depuis le début de l'année 2014. Ça a été dit tout à l'heure, ça fait même plus de 6 mois que nous n'avons aucun accident du travail avec arrêt. C'est véritablement un très beau résultat collectif et une très grosse amélioration par rapport. Qu'est-ce que j'ai fait d'abord ? Et une très grosse amélioration par rapport à la situation de l'année dernière. En termes de radioprotection, ensuite, les résultats à fin avril sont bons également, sont même très bons. Je vais citer quelques chiffres. La dose moyenne est de 2,2 millisieverts et la dose maxi de 7,7 millisieverts. Ce qui est important, c'est qu'elles sont inférieures toutes les deux, c'est vrai, d'abord aux objectifs donnés pour 2014 et surtout très largement inférieures à la norme internationale qui est de 20 millisieverts pour les travailleurs. Et donc je salue le travail qui a été réalisé sur les installations pour limiter ces expositions et cela a été rappelé par Jamilou tout à l'heure. Pour finir, et cela n'a pas encore été dit, je voudrais vous féliciter pour les résultats déjà obtenus et pour la confirmation des certifications ISO 14001 et 18001 que nous venons d'obtenir en début de cette semaine. Une visite guidée des 9 stands aura permis aux officiels et aux agents Somaïr de découvrir toute la panoplie avec explication à l'appui du dispositif de sécurité au travail mis en place par la société. Actualité oblige, parfois la logistique utilisée relève de la dernière génération. Sur ce constat, le préfet d'Arlit ne s'est pas dérobé à nos questions. Permettez-moi d'abord de remercier la direction de Somaïr de nous avoir invités à venir prendre part. Je commencerai par un constat. C'est la mobilisation générale autour de la sécurité. Le directeur général de Somaïr est arrivé, toute la direction ici, les travailleurs, les employés, les sous-traitants, bref, tout le monde. Et je note avec quel engouement les gens accordent une importance à cette fête. Signalons qu'une cérémonie de remise des prix aux lauréats des Jeux concours a été organisée, couplée de la remise officielle de témoignages de satisfaction aux agents Somaïr déclarés meilleurs employés du mois. Il faut dire que la 2e édition de la fête de la sécurité au travail a offert l'occasion à plus de 3000 agents de Somaïr et leurs sous-traitants de découvrir toutes les innovations relatives à la sécurité au travail des personnes et des installations mises en place par la société. Comme annoncé, la partie magazine de cette édition consacrée à l'intervention du président du PENA Al-Oumma, Sanoussi Tambari Jakou, qui apporte un démenti sur les prétendus
excuses qu'il aurait présentées au président de la CDS, Rahama Mahaman Ousmane. Sanoussi Tambari Jakou au micro de Omar Manga. Très bonne réception et au revoir. Par rapport à votre sortie médiatique sur le bisbis que vous avez eu avec le président du CDS, Rahama Mahaman Ousmane, auquel vous avez eu à poser des prétendues excuses par rapport à sa candidature à l'OIF. Je commence d'abord par dire que je vous remercie d'être venu vous aussi pour vous enquérir de mes sentiments et de ma position par rapport à ce que le président du CDS, Rahama Mahaman Ousmane, aurait dit à Zender et à Maradi. Je commencerai par dire que j'ai été très choqué, très navré et très déçu de ce que j'ai appris comme étant venu de Mahaman Ousmane. Il m'arrive rarement d'être choqué à ce niveau-là et de cette façon-là. Et c'est pourquoi, vraiment cette fois-ci, je me suis beaucoup posé des questions. Or, entre les hommes politiques, entre les Nigériens et même entre les humains. Et je me suis toujours dit que lorsqu'il y a deux personnes qui se rencontrent, il y en a toujours 6. Les 6, c'est 2 d'abord, de la façon dont chacune est réellement. Ça fait 2 personnes. Ce que je suis réellement, ce que mon vis-à-vis est réellement. Et puis, ce que je crois qu'il croit que je suis. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, monsieur le président? Je ne comprends pas. Je veux dire ce que je crois qu'il croit que je suis et ce qu'il croit que je crois qu'il est. Et ensuite, ce que réellement je pense de lui et ce que réellement lui il pense de moi, ça fait 2 personnes distinctes. Je veux dire par là que entre Mahaman Ousmane et moi, il y a peut-être quelque chose de ce genre. Nos sentiments ne sont pas partagés certainement et il n'y a pas de réciprocité dans l'amitié et la camaraderie. C'est votre ami politique pourtant, le CDS, Rahama, je veux dire. J'ai considéré Mahaman Ousmane comme un véritable petit frère, comme un ami depuis le jour où mon meilleur ami au Niger, Feu Moussa Sall Zouzou, me l'a présenté. Quand j'étais sorti de prison en 1987, je ne connaissais pas grand monde dans la ville de Niamey. Et j'étais tous les jours chez Moussa Sall. Mon autre ami Hamid El-Gabid était premier ministre du président Ali Chebou. Je n'avais pas commencé à le fréquenter. C'était Moussa Sall Zouzou que j'ai fréquenté jour et nuit. Et toutes les nuits, on était chez lui en train de causer. Et c'est là-bas que j'ai fait la rencontre avec Mahaman Ousmane. C'est Moussa Sall Zouzou qui me l'a présenté. Il m'a chanté beaucoup des qualités de Mahaman Ousmane. J'ai apprécié le calme et la pondération de ce jeune homme. Et j'ai eu une très grande estime, une très grande sympathie pour lui. Et lorsque nous nous sommes mis à créer des partis politiques, moi d'abord j'étais revenu de France en 1970, un marxiste, léniniste, enguéliste et stalinien. C'est vrai donc, je donne la place à dire que Sanoussi Tambari Jakou était un stalinien. Stalinien, ce n'est pas une insulte, mais c'est plutôt même des louanges. C'est pourtant un dictateur, Staline. Vous êtes aussi dictateur que lui. Et tous les dictateurs qui vous ont dirigé dans ce pays-là, vous les avez aimés et vous les connaissez. Je reviens sur mon entretien en disant que c'est grâce à Moussa Sall Zouzou que j'ai connu Mahaman Ousmane. Quand on a décidé de créer des partis politiques en 1990,
je pouvais aller avec le PNDS Tarer, le groupe qui créait le PNDS, mais j'étais à l'IRCH et un des membres fondateurs ne m'avait pas dit la vérité. Finalement, je n'ai pas fait partie du groupe des membres fondateurs du PNDS, mais par la suite, il y avait des petits frères et des amis qui voulaient coûte que coûte me récupérer dans ce parti déjà créé. J'ai dit non, il n'est pas question que moi j'entre dans un parti qui est déjà créé à cette ère de création de partis et de multipartisme. Et c'est comme ça que nous avons commencé à créer un parti véritablement socialiste avec Bello Tousso Garba. Le parti s'appelle UDP Amenchi. Mais Bello Tousso a eu des problèmes avec des religieux et nous l'avons abandonné. Et avec mes fréquentations chez Moussa Sarré et puis des pressions des gens de maladies, finalement j'ai accepté de rejoindre le groupe de gens qui voulaient créer la CDS Rama. Ça veut dire que le parti a été créé sur des bases ethno-régionalistes, sur des bases de clanisme? Oui, bien sûr, et malheureusement. Et malheureusement encore, la plupart des partis nigériens ont été créés de cette façon-là. De toutes les façons. Il y a des partis qui sont dans le national, monsieur le président. Même si un parti a été créé sur des bases claniques, ethniques, régionalistes ou religieuses, il parvient toujours à devenir national. Ça dépend de la façon dont les choses ont évolué. Donc, c'est comme ça que j'ai accepté d'entrer dans le groupe qui allait créer la CDS Rama. Et dès le début, nous nous sommes entendus autour de Moussa Saleh Zouzou, Maman Ousmane et moi. C'est moi qui ai dit, toi tu vas être le président du parti. Et pourquoi? Toi tu vas être le président du parti, moi je vais être le chef de guerre. Je vais être le chef de guerre, le propagandiste numéro 1 de ce parti. Et c'est ce que j'ai fait, fort heureusement. Et par la suite même, j'ai dit à Maman Ousmane, nous allons chercher le pouvoir avec ce parti et nous allons le gagner. Toi, tu vas être président de la République. Et moi, je vais être président de l'Assemblée nationale. Sur la base de Tchangido, il fallait coûte que coûte que le pouvoir revienne de l'autre côté. Quelle que soit la base sur laquelle tu prétends que c'était comme ça, je te le concède, je continue. Donc nous avons créé le parti comme ça, j'avais une très grande sympathie pour Maman Ousmane. Je le considérais vraiment comme un petit frère bien-aimé. Et Maman Ousmane me faisait d'ailleurs beaucoup penser à Issa Ibrahim Maino de Zender, qui était aussi un ami. Et j'ai pensé que tous les Indorois sont comme ça, comme Issa Ibrahim. Donc, voilà le décor. Mais finalement, je me suis rendu compte qu'en fait, de la façon dont j'estimais Maman Ousmane, il ne m'estimait pas comme ça. De la façon dont j'avais de la sympathie pour lui, il n'en avait pas comme ça pour moi. De la façon dont moi, je lui voulais des biens, il ne m'en voulait pas comme ça. De la façon dont moi, je voulais à ce que nous travaillions ensemble pour faire grandir un parti, pour conquérir ensemble le pouvoir, pour le gérer dans l'intérêt du peuple nigérien tout entier, avec des objectifs bien précis, j'ai compris que lui, ce n'était pas comme ça qu'il était. Lui, il n'avait aucune estime, aucune sympathie pour moi, mais il voulait utiliser ma personne et les personnes des autres militants pour arriver au pouvoir. Donc nous étions pour lui des instruments. Et c'est ce que moi je n'ai pas du tout compris. Et malheureusement je viens de le comprendre. Je viens de comprendre qu'en fait pour lui, nous ne sommes pas des camarades, nous ne sommes pas des amis, mais nous sommes ses valets. Monsieur le Président, vous avez abandonné CDS pour aller avec le président Barry? Non, je n'ai pas abandonné CDS pour aller avec le président Barry. J'ai abandonné la CDS pour créer le PNA. Et j'ai abandonné et CDS et Barry. En même temps, mais je reviendrai là-dessus. Donc, moi, mon histoire avec la CDS, c'est tout un roman et tout un livre. Si on le développe et qu'on le lit, on va être catastrophé. De la façon de... Moi, j'avais beaucoup de sympathie pour moi, il n'en avait pas pour moi comme ça. Je vais vous raconter une histoire. Ousmane a fait de vous quand même premier vice-président de l'Assemblée à l'AFC. Ousmane n'a rien fait de moi. Rien fait de moi.
Dieu a fait quelque chose de moi et je me suis fait de moi quelque chose. Et j'aurais pu avoir mieux que ce que j'ai eu quand j'étais avec Maman Ousmane. La position politique que j'avais au sein de la CDS par rapport à Maman Ousmane, Hammamoud ne l'avait pas au MNSD par rapport à Tanja. Bazoum ne l'avait pas au PNDS Taria par rapport à Mohamed Issou. Ils ont été quand même tous présidents de ce parti, de leur parti. Et vous n'avez jamais été président de CDS. Non, avant même que Hamma ne soit président du parti, avant même qu'il ne soit secrétaire général, et quand il est devenu secrétaire général, il avait énormément de poids auprès de Tanja et au sein du MNSD. Et Bazoum, avant qu'il ne soit même vice-président du PNDS Taria, il avait énormément de poids au niveau de Mohamed Issou et dans le PNDS Taria. Mais moi, en ce qui me concernait, malgré tout ce que j'ai fait d'important, malgré tout le travail que je me suis tapé, Maman Ousmane, au contraire, cherchait à me combattre et à me détruire. À me combattre et à me détruire. Et il voulait nous faire détruire par ses petits amis que nous avons d'ailleurs recrutés au sein de la CNS. Qui vous a payé ces petits amis? Par exemple, Abdoulabo. Jusqu'à présent, Abdoulabo et moi, on ne se dit pas bonjour depuis 1994. Et pourquoi nous sommes présents? Depuis 1994, parce que c'était un valet de Maman Ousmane. Maman Ousmane l'utilisait pour nous insulter. Et nous ne sommes pas partis dans le parti pour faire des bagarres. Nous sommes partis pour travailler. Si vous prenez Abdoulabo et bien d'autres, comme qui, monsieur le président? Laisse-les tranquilles, ce sont des petits frères, on n'a pas de problème entre vous maintenant. Eh bien, la plupart de ces gens-là, c'est nous qui les avons amenés à la CDS. Ce n'est pas Maman Ousmane. Mais par la suite, il les a récupérés, comme ils ont vu que le pouvoir était dans ses mains, ils les utilisaient pour nous insulter. L'histoire que je vais vous raconter est la suivante. En 1996, lors de la présentation des élections présidentielles, contre Bari, ici, là, à Niamey, nous étions les 8 vice-présidents du parti, plus le secrétaire général Lamata, plus un observateur, ça faisait 10. Nous sommes allés un vendredi chez Maman Ousmane, nous avons dit, président, il faut nous désintéresser, nous donner de l'argent, nous allons aller battre campagne pour toi, pour les élections présidentielles de 7 et 8 juillet. Il m'a dit, ah, je vais voir, je n'ai pas d'argent. Il est entré dans sa chambre, il a pris un paquet de 200 000 francs CFA, en billets de 2000. 200 000 francs CFA? Oui. Venant d'un président de la République? Oui. Il nous a donné ça. Il y avait Sanoussi Jacques. Il y avait là où à Edmond Dagadez. Il y avait Abba Malam Boukar de Difa. Moi-même de Maradi. Sule Abdoulaye de Tawa. Medaji Alambay de Tosso. Et je crois que ça doit être Tahir Amadou de Tilaberi. Et puis qui de Niamey. Nous étions 10 en tout cas. C'est moi qui ai partagé l'argent sur un tapis. 20 000. Vous avez battu une campagne avec 20 000 francs CFA? S'il te plaît, arrête. Et ce jour-là, avant de quitter la ville de Niamey, moi j'avais mis 15 millions dans ma poche. Venant d'où? De qui? Venant de moi-même et de ma famille. Et je suis parti battre campagne pour Maman Ousmane. Arrivé à Maradi, j'ai réuni le bureau régional de Maradi. On m'a fait accompagner d'une délégation. J'ai fait le tour de toute la région de Maradi pour battre campagne pour Maman Ousmane. Et chaque fois que j'arrivais dans un village et que je donnais quelque chose, le représentant de la délégation régionale de Maradi, Abdou Bouzou, il écrivait dans un cahier. Dans ce temps, ici, jusqu'à ce qu'on ait terminé toute la région de Maradi. Et j'avais bazardé les 15 millions là. J'étais parti chez moi encore, j'ai vendu des vaches, je suis venu, j'ai continué la campagne. Donc, quand la campagne s'était terminée, moi j'ai voté à Kwarnaka le 7 juillet. Dès que j'ai voté, j'ai pris ma voiture, j'ai rebroussé chemin sur Niamey. Je suis arrivé ici à l'aube. Le matin, quand je me suis lavé, c'est moi qui suis parti ici au CEG 10. Au CEG, comment il s'appelle là? CEG Goudel, CEG 14. Mettre en place les effets
pour le déroulement du scrutin. Autrement dit, les tables des choses. Et nous avons commencé à voter vers 10h, le 8. Vers midi et demi, je me suis rendu chez Maman Ousmane. Je l'ai trouvé avec Maïdaji Alambay, avec Ibrahim Katinka, avec en tout cas 4 personnes, toutes militantes du CDS. Je me suis assis, j'ai dit, président Ousmane, ne t'en fais pas. Tu vas être élu dès le premier tour. Il m'a regardé, il dit, vous les gens des maladies, est-ce que vous voulez que moi je sois élu? Vous êtes contre moi. Vous m'avez même opposé Chef Amadou pour qu'il m'arrache la présidence des partis et la candidature. Je l'ai battu et je vous ai battu. Quel que soit celui contre lequel je lutte, moi je vais les terrasser. C'était une blague entre cousins? Pas du tout. Moi je ne suis pas son cousin. Ni d'Ève ni d'Adam. Pas du tout. De quel côté? Et je dis, ah bon? Je dis, le pouvoir que tu as eu là, de la présidence de la République, c'est Dieu qui te l'a donné, c'est ça, Hakika. Mais c'est nous qui l'avons cherché. Et c'est ça la charia. Quand nous avons traversé tout le pays en train de battre campagne pour la CDS Rama et pour toi, personne ne te connaissait. Dans la région de Maradi, au moment où nous avons battu campagne en 1993, personne ne connaissait Maman Ousmane. Et nous nous disons, votez pour lui. Faites-nous confiance et nous lui faisons confiance. Personne ne le connaissait. Et nous l'avons fait élire président de la République. J'ai dit, c'est à moi que tu dis ça? Il dit, d'accord. Et puis tu es tellement cafre que tu portes une bague en or à ton doigt. Un musulman ne porte pas de bague en or. Aujourd'hui, tu me donnes l'occasion de te le dire. J'ai pris mes bagages, je suis parti. Il était 14h à peu près, je suis venu m'enfermer ici, dans ma chambre. Mon épouse n'était pas là. Vers 15h, 15h30, on frappe à ma fenêtre. On me dit, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Barré a dit, Souna Seni. Il a encore fait hold-up. On a arrêté Maman Ousmane. J'ai dit, Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Dieu est le meilleur des juges. Et Dieu est un grand vengeur. C'est en ce moment que j'ai tout oublié. Je me suis habillé, je suis allé voir Maman Ousmane. Je l'ai trouvé chez lui enfermé et encerclé. Il était dans la cour assis, mais il était entouré de militaires. Et l'officier qui les gardait, enfin qui était à la tête du peloton, un certain Garbe Bello, que j'ai connu à Daotimi, au moment où il était sergent-chef. Il m'a empêché de rentrer. Il m'a dit, vas-y voir Barré. Je suis revenu, j'ai vu Barré, et Barré m'a donné l'autorisation d'aller voir Ousmane. Et c'est comme ça que, d'une heure à une autre, j'ai oublié ce qui s'est passé. Et je me suis mis à le défendre et à défendre tout le monde à la CDS. Et à la suite de cette campagne de 1996, la délégation régionale des Maradi m'a même décerné un témoignage de satisfaction et de félicitations qu'elle a envoyé au bureau politique et qui doit être là-bas au siège du bureau politique si ça n'a pas été déchiré. Je me suis décarcassé. J'ai dépensé mon argent, ma soeur, pour battre campagne pour Maman Ousmane, mais quand je suis revenu, il m'a dit que nous, les gens des maladies, on ne l'aime pas. Et on voulait de sa perte. Alors que quand on a créé le parti, la CDS Rama, chef, on n'était même pas là. On a créé ce parti le 5 janvier 1991. En 91, chef, on n'était pas à la CDS. En 92, chef, on n'était pas à la CDS. En 93, chef, on n'était pas à la CDS. En 94, chef, on n'était pas à la CDS. En 95, chef, on n'était pas à la CDS. C'est en 96 qu'il a voulu entrer dans la CDS pour être candidat. Puis après, moi, je les ai laissés faire leurs histoires là-bas. Mais vous étiez un dissident du CDS, vous avez quitté après? Non, pardon, il ne faut pas aller vite en besoin. Donc, voilà la situation. C'est une anecdote là que je te fais. Mais jusque-là, j'étais à la CDS. Mais j'ai eu un terrible ras-le-bol avec des tas de provocations. Et c'est pour ça que moi et un certain nombre de camarades,
dès le mois d'avril 1994, nous nous sommes réunis et nous avons décidé de quitter la CDS Rama pour créer notre parti. Et si tu étais à Niamey en 1994, tu peux te souvenir qu'il y avait 13 députés de la CDS Rama qui s'étaient rébellés contre Mohamed Ousmane, contre le pouvoir, et qui avaient rendu public une déclaration condamnant Mohamed Ousmane et condamnant le pouvoir, et dénonçant la monarchisation du pouvoir. Vous étiez à la base de cette rébellion? Mais je peux être à la base de tout, moi. Oui, si tu veux, ça, je suis à la base de tout. Qu'est-ce qu'il y a? Et depuis ce temps-là, on a voulu quitter, avril 1994. Et c'est à la suite de ça même qu'il y a eu la motion de censure déposée par l'opposition de Ham Amadou. Mais en fait, c'est moi qui ai poussé Ham Amadou à déposer une motion de censure. Vous étiez à la base de toutes les motions de censure? Non, celle-là, j'étais à la base. Celle déposée par Ham Amadou, j'étais à la base. C'est moi qui lui dis dépose. Il me dit, on va déposer, tu vas nous insulter. J'ai dit, Wallah, je jure au nom du Coran que je ne veux pas vous insulter. Et il a déposé et je ne l'ai pas insulté. J'ai insulté notre régime. Mais je n'ai pas voté la motion de censure. Mais c'est pour qu'on fasse le débat et que j'insulte notre régime. Et je l'ai insulté et copieusement. Et depuis ce temps-là, nous, on en avait marre. On n'a pas quitté la CDS parce que, entre-temps, en septembre 1994, le PNDS Taré a quitté l'AFC. On a dit, bon, maintenant, on n'est pas bien placé pour quitter la CDS. L'Assemblée a été dissoute. On allait aux élections municipales, législatives anticipées. On a dit non, en temps de guerre, on ne quitte pas le champ de bataille. On verra après. Si on avait eu la majorité en 1995, nous, on allait quitter la CDS. Mais on était mis en minorité. Il y a eu la cohabitation. Et beaucoup de gens sont témoins que même en ce moment-là, j'ai voulu quitter la CDS. Monsieur le Président, concrètement, pour aller vite, pourquoi vous avez quitté CDS? Parce que tout simplement, il n'y avait que des petits complots tendant à discréditer les autres. Et il y avait une recherche de personnalisation de pouvoir autour de Mohamed Ousmane. Nous avons créé ce parti-là en tant qu'hommes libres, en tant que camarades, en tant qu'amis les uns des autres. Mais après, on voulait transformer ces amis-là en valets, en boy, mais à Bokibara, comme disent les Hausa. Et moi, on ne peut pas me faire ça. Pourquoi aujourd'hui seulement vous tenez ce discours avec Ousmane? Non, toi, tu es nouveau dans ce pays-là. Toi, tu es nouveau dans ce pays. Où est-ce que tu étais? En 96, 97, 98, 80. Où tu étais? J'ai toujours tenu ce discours. Contre Ousmane surtout? Contre n'importe qui. Contre n'importe qui, je peux tenir des discours. Pourvu que je sois dans la position de les tenir. Tu comprends? Donc, j'ai quitté. Ce n'est pas pour rien qu'on quitte sa propre maison, on s'en va. Il y a une raison. Et il y a toujours des raisons. Moi, j'ai des raisons. Et les rénovateurs de la CDS de 2005 qui ont quitté pour faire le RSD, ils ont avoué que j'avais raison et que moi, j'avais vite compris. J'ai vite compris. Et ils ne m'avaient pas compris à l'époque. C'est pour ça qu'ils ne m'avaient pas suivi. J'étais en avance sur eux. Et ceux de maintenant qui sont avec Abdoulabo, eux aussi ils disent la même chose. Même lui, Abdoulabo, avec lesquels je ne parle pas. Depuis 1994, à cause de Mohamed Ousmane. Même lui, il dit, ah oui, Sanoussi a vu vite. Il a compris plus rapidement que nous ce qu'était la CDS et Mohamed Ousmane, et il est parti. Et malheureusement, c'est comme ça qu'ils ont vu actuellement. Mais Abdoulabo, ça ne peut pas être vrai. Parce que lui, il a toujours vécu au giron de Mohamed Ousmane comme son garde-corps, comme son aide de camp, comme son homme de confiance, ceci, cela, cela. Abdoulabo, il sait faire de la courtisanerie. Vous voyez bien que c'est l'homme qui a été ministre le plus longtemps possible. Vous voulez dire que c'est son sous-fifre? Si tu peux expliquer ça par le mot sous-fifre, je te le concède. Mais combien de fois je me suis bagarré avec Abdoulabo, avec des chaises, avec des bâtons, avec des coups de poing. Tout simplement, en réunion du bureau politique, quand tu critiques mon son, tu dis, ah, président, je ne suis pas d'accord avec Abdoulabo, va s'élever. Moi, je suis fou, plus fou que toi. Et
on se met à se bagarrer avec des chaises, avec des bâtons, avec quoi? Et si je n'avais pas quitté la CDS, il y aurait eu un cadavre entre nous deux. Donc vous avez quitté Labo, vous a poussé à partir? Non, ce n'est pas Labo qui m'a poussé à partir. C'est le comportement de Maman Ousmane qui m'a poussé à partir. Mais malgré tout, je n'en ai pas voulu à Maman Ousmane. Je suis parti. Et je pensais que, en lui laissant l'espace, je n'allais plus le déranger, il allait faire ce qu'il veut. Bon, soit. Maintenant, nous sommes dans deux partis politiques différents. Et nous tentons de coller les morceaux de la CDS. Ce parti, ce beau parti qui est CDS Rama que nous avons créé, et qui était un parti de frustrés. La CDS Rama, c'était un parti de frustrés. De l'Est? Un parti de frustrés parce que du temps de Kounché et du temps de Ali Chebou, il y a eu beaucoup de cadres supérieurs, des universitaires et autres, qui avaient été portés à des postes de responsabilité ministérielle et autres, et il y avait d'autres qui étaient mis à l'écart pour des raisons obscures. La plupart de ceux qui avaient été mis à l'écart là pour des raisons obscures, ils se sont retrouvés pour créer la CDS Rahma. Donc c'est un parti de frustrés. Tu me parles de l'Est. Oui, bien sûr. Quand nous avons voulu créer la CDS Rahma, oui, bien sûr. C'était des gens de Zender, des gens de Tawa et des gens de Maradi. C'était notre groupe à trois qui avons pris la décision de créer ce parti. Oui, c'est comme ça. Nous l'avons fait et nous n'en avons pas honte et moi je n'en ai pas honte. Et s'il y avait à refaire, je le referai aussi. Et c'est après que nous avons appelé un à un d'ailleurs des camarades des autres régions. Et nous avons commencé à 9. 3 de Zender, 3 de Maradi et 3 de Tawa. Et quand nous avons mis en place le bureau provisoire, nous étions 30. Mais derrière nous, évidemment, il y avait des bases. Parce que c'était 3 associations qui nous avaient délégués pour créer ce parti. Et nous l'avons créé sur une base conventionnelle, presque fédérale. Et au moment de la mise en place du bureau politique, chaque région avait désigné 6. Donc chacun représentait sa région. Et à la tête de chaque groupe de 6, il y a un qui devient vice-président au titre de sa région. Autrement dit, c'est le chef du groupe régional. Oui, c'est comme ça. Maintenant, quand tu veux parler des régionalistes et autres, tu sais, les Nigériens ne se disent pas à eux-mêmes la vérité, aux autres et à Dieu. Et on a l'impression que les gens se cachent les vérités les plus essentielles, les plus évidentes. On dit pas de parti tribal, clanique, ethniciste et régionaliste. Depuis la constitution révisée de Ali Chebou, révisée en 1990 et adoptée en 1991, on a écrit ça. Les partis ethnicistes, régionalistes et religieux sont interdits. Dans les textes d'aucun pays du monde, il n'y a ça. C'est seulement au Niger. Comme dit l'aveugle, s'il n'y a pas de puits, pourquoi on parle de puits? S'il n'y a pas de régionalisme, pourquoi on parle de régionalisme et de problèmes religieux? On a dit qu'il n'y a pas ça. Vous avez toujours défendu cette thèse? On dit qu'il n'y a pas ça. Et on crée des partis. Mais mon cher, dans les constitutions, on a dit qu'il n'y a pas de parti ethniciste, démocratique et religieux, ethniciste, tribaliste et religieux. Dans le code électoral, on l'a dit. Dans la charte des partis politiques, on l'a dit. Mais très peu de gens le respectent. C'est pas le PNA Aluma qui dira le contraire. Ou c'est un parti d'une région, pratiquement. Être un parti d'une région, ce n'est pas être un parti régionaliste. Si vous n'avez de succès que dans une région, cela ne veut pas dire que vous êtes régionaliste. C'est à Cornaca seulement. Si vous avez, même si c'est dans ma propre famille, ce n'est pas ça le problème. Monsieur le Président, qu'en est-il des excuses, les prétendues excuses que vous avez présentées au président Ousmane? Voilà. Donc, si vous voulez savoir ça, écoutez bien.
Vous voyez cet endroit où nous sommes? C'est là que tout s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais malade. J'ai passé 5 jours ici à côté, dans une clinique, la clinique Raywa. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Et mercredi, je suis sorti. Quand j'étais en clinique, on m'a appris que mon dossier d'évacuation en France est déjà prêt. Parce que, avant même que je ne sois tombé malade, il y avait le problème de mon évacuation en France. Et on me dit, tu t'en vas dimanche. J'ai dit, bon, quand cela ne tient plus que je m'en vais, je vais prévenir un certain nombre de personnes avec lesquelles j'ai des rapports. C'est comme ça que j'ai téléphoné à plusieurs personnes, parmi lesquelles Edmond, c'est-à-dire Ahmed Lawal, qui est constamment avec Mom Ousmane, parce que je n'ai pas pu avoir le numéro de téléphone de Mom Ousmane sur moi. J'ai plusieurs téléphones, il y en a certains dans lesquels il y a le numéro de Ousmane. J'ai téléphoné à Edmond, j'ai dit à Mom Ousmane que je veux aller en France. Mais lui dit que je ne suis pas content de lui. Mon petit frère, qui vient directement après moi, j'ai 74 ans, il a 72 ans, il est mort. Mom Ousmane n'est pas venu et le tout Niamey est venu me présenter de condoléances. Ma belle-sœur, dont le mari était ministre de Mom Ousmane en 1994. Ma belle-sœur donc est décédée, Mom Ousmane n'est pas venu me présenter de condoléances. J'ai dit, c'est comme ça la lutte politique au Niger, c'est comme ça maintenant la lutte politique entre nous. J'ai dit, demande à Mom Ousmane, est-ce que jamais, depuis qu'on s'est connus, est-ce qu'il y a eu un baptême, un mariage ou un décès chez lui, à l'occasion duquel je ne suis pas allé. Et parce qu'actuellement, il est dans l'opposition, en train de se battre contre nous, il y a des décès chez moi, il ne vient pas. J'ai dit, dis-lui, même Sen Omar est venu ici, et je le remercie. J'ai dit, dis-lui ça. Et puis, deuxièmement, dis-lui que je vais le voir. À quoi Moutoua. Je vais en France, je vais le voir. Même si je dois mourir là-bas, il y a un certain nombre de gens que je dois voir avant de mourir. Et puis, je veux qu'on parle aussi d'un certain nombre de problèmes. Et entre parenthèses, c'est le problème de nos réunions de 12 partis politiques de la CDS. Ça s'est passé quand j'étais en clinique. Le même jour, je suis rentré. Le lendemain, vers 17h, comme l'heure que nous vivons, nous étions là assis. Moi, j'étais assis ici. Là, en face, il y avait Yacoub Abdou Saleh. Là, à côté de lui, il y avait Rabiou Douda. Là, il y avait Tahir Gimba. Là, il y avait mon petit-fils là, Karim Kafa. C'est d'ailleurs lui qui a pris la photo, qu'il a balancée dans, je ne sais pas quoi. Sur Facebook? Facebook, là. Et un de ses amis. Et Mom Ousmane est arrivé, on dit, ah, voici Mom Ousmane. On s'est levés tous. On l'a salué avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Et c'était des grandes retrouvailles entre lui et moi. Il s'est assis ici. Je lui ai répété mes réponses. J'ai dit, Mom Ousmane, comment tu as fait ça? Mon frère qui meurt, ma soeur, oui, mon frère qui meurt, ma belle-sœur qui meurt, tout ça, tu ne viens pas ici. Même les Sen Omar sont venus. Même les Germains, les Gourmandiers et les Sanraï de ce pays sont venus ici. Là. A fortiori, toi, Mom Ousmane, mon ami, mon camarade, mon frère de la CDS Rama descendant, tu n'es pas venu ici. J'ai dit, c'est comme ça la lutte politique. J'ai dit, bon. Et puis il y a nos affaires de la CDS Rama. Nos réunions ne se tiennent plus. Et Yacoub Abdou Saleh avait des journaux dans ses mains. Et Mom Ousmane a dit, ah bien Marad Yacoub, fais-moi voir ces journaux. Mom Ousmane a pris les journaux, il a feuilleté. Et il a vu la roue. Il a dit, ah, voilà la roue qui m'insulte. Oui, je sais. La roue de l'histoire. Toi, Sanoussi, de la même façon que Mohamed Issou m'a arraché des militants, toi aussi, il t'a arraché la roue de l'histoire. Et la roue de l'histoire se rédige à la présidence de la République. C'est pas vrai, monsieur le président? Mais ce n'est pas vrai. La roue de l'histoire, ce sont les José qui la rédigent. José ne sait pas écrire. On peut rédiger et faire signer quelqu'un d'autre? Non. José, vas-y les voir là-bas. Ils ont un bureau. Ils sont tout le temps assis là-bas, en train d'écrire. Et c'est tous des intellectuels pointus. Vas-y les voir. Ils sont là.
La roue de l'histoire ne se rédige pas comme ça, je sais pas moi, dans des... Mais le promoteur de la Renaissance, il est à la présidence aujourd'hui. Qui est le promoteur? Vous, bien sûr. Tu n'as rien compris. Donc j'ai dit à Oumou Ousmane, il ne faut pas dire que Mohamed Issou m'a arraché la roue. Mohamed Issou ne peut pas m'arracher la roue et personne ne peut m'arracher quoi que ce soit. Et tu le sais très bien, Mohamed Ousmane, moi j'ai quitté la roue de l'histoire en 2005, quand je suis redevenu député. Je dis pour ne pas me mettre dans une situation plus ou moins incommode, dans le cas où je commets un délit de presse, j'ai préféré me mettre de côté et dire aux gens de la roue, membres du comité des actions, écoutez, continuez le travail, moi je ne fais plus. Mais je reste le fondateur de la roue et je reste l'un des propriétaires de la roue, puisque la roue c'est une société par action. J'ai 33% d'actions dans la roue. Et qui sont les autres actionnaires? José a 33%. Ismaël Lawal Salo qui est au CSC, il a 33%. Ça fait 99%. Le jeune homme qui saisit ça, qui s'appelle Ibrahim, il a 1% d'actions. Voilà pour ce qui est des actionnaires propriétaires de la roue. Et tous les autres ne sont que des salariés ou des pigistes. Ok. Tant que j'étais à la roue, c'est moi qui dirigeais la roue. C'est moi qui ai nommé Abarad Moudou directeur de publication. Quand Abarad Moudou a quitté, c'est moi qui ai proposé à Ismaël Lawal Salo d'être le directeur de publication. Ismaël Lawal Salo a quitté, il est au CSC. C'est avec mon accord que José est devenu directeur de publication. Mais moi, je ne suis pas actif là-dedans. Et j'ai dit que je ne prendrai pas la carte de presse. Je vous laisse travailler, vous, la carte de presse. Je n'ai jamais cru que mon Ousmane pouvait faire des choses comme ça. Parce que moi, je le prends à un très haut niveau de morale et de rapports sociaux. Il s'en va dire que c'est moi qui ai dit ça. Alors que Yacouba Abdou Saleh, Tahir Djimba, Rabi Douda et Karim qui est là, tous ils ont témoigné que c'est lui qui a dit ça. Il s'était même accroché avec Rabi Douda. Rabi Douda Galadima de Kanché, membre du RSD Gasquet. Ils se sont accrochés et ils sont même sortis ensemble. Et voilà que mon Ousmane qui s'en va à Zender et à Maradi, qui dit ah voilà, Sanoussi Dakou est venu chez moi. Ce qui est complètement faux, absolument faux, absolument faux. Et je ne vais pas être en position de dire que mon Ousmane ment. Mais vous venez de le dire, monsieur le président. J'ai dit que c'est faux, mais je n'ai pas dit qu'il ment. Je suis très poli vis-à-vis de lui. Je le respecte beaucoup et je l'aime beaucoup. Mais ce n'est pas bien. Comment est-ce que mon Ousmane va dire que moi je suis allé chez lui? Et il y a un an que je ne suis pas allé chez mon Ousmane. Et ce n'est pas une honte pour moi d'aller chez mon Ousmane. Ce n'est pas une honte pour moi que mon Ousmane vienne chez moi. Nous sommes allés l'un chez l'autre à plusieurs reprises. Mais ça fait un an que je ne suis pas allé chez mon Ousmane. Un an! Et je suis allé chez mon Ousmane à l'occasion d'une réunion de 12 morceaux du CDS qui s'est tenue chez lui. Sachant que nous sommes 12 et que la réunion tourne. Tous les 15 jours, elle se tient chez quelqu'un. Tous les 15 jours, elle se tient chez quelqu'un d'autre encore. Nous sommes 12. Donc il faut 12 quinzaines. 12 quinzaines, ça te fait combien de semaines? Ça fait 30 semaines. Il faut 30 semaines pour que la réunion qui se tient chez toi revienne encore chez toi. Donc, on a tenu une réunion chez mon Ousmane. Et d'ailleurs, le jour-là, je suis arrivé en retard. Il y avait tout le monde. Il y avait Ferdos qui était là, il y avait Issou Bachar qui était là, il y avait Bakousso qui était là, il y avait Hamid qui était là, il y avait Sidim qui était là, il y avait... Tous ils étaient là. Moi, je suis arrivé en retard. Nous avons tenu la réunion. On était bien contents. On a bu, on a mangé et on s'est séparés. Depuis ce jour-là, je ne suis pas allé chez mon Ousmane. La réunion a fait le tour de nous 12. Quand elle est arrivée au niveau de Chefou n'était pas là. Et finalement, mon Ousmane s'est proposé d'accueillir la réunion à lieu et place de Chefou. Et la réunion a été organisée ce jour-là chez Chefou. Mais moi, je ne savais pas. Je sais tout simplement que Chefou n'était pas là. Mais je ne savais pas que mon Ousmane a accepté de tenir la réunion chez lui à lieu et place de Chefou. Ce qui fait que je n'étais pas allé.
C'est tardivement, au cours de la réunion, qu'ils m'ont téléphoné pour me dire hey, vraiment tout le monde est là à la réunion, tu n'es pas venu. J'ai dit comment ça? Où est-ce que vous tenez la réunion? Ils ont dit chez moi, Ousmane. J'ai dit trop tard. Et je ne suis pas allé. Pourquoi? Je t'ai dit que je n'étais pas au courant que la réunion qui devait aller chez Chefou et qui ne pouvait pas se tenir parce que Chefou était absent, je ne savais pas qu'elle a été transférée chez moi, Ousmane. Et c'est tardivement, je t'ai dit qu'ils me l'ont dit. Et quand ils me l'ont dit, c'était trop tard, je n'ai pas pu y aller. Bon, ben c'est tout. Maintenant, depuis ce temps-là, il y a eu des tas de pérégrinations et nous avons passé plusieurs quinzaines sans tenir nos réunions. Parce qu'il y avait trop de remous, trop de mouvements au sein de la classe politique nigérienne. Et maintenant, comment est-ce qu'on va dire que moi je suis allé chez lui? Moi je ne suis pas allé chez lui. Je demande catégoriquement. Et puis si quelqu'un dit que je suis allé chez moi, à Kanlaya, comme disent les Indérois, à Kanlaya, moi je ne suis pas allé chez moi, Ousmane, ces jours-ci, ou pendant ces 12 derniers mois. Je ne suis pas allé chez lui. S'il a dit que je suis allé chez lui, c'est faux. Si quelqu'un a dit que je suis allé chez lui, c'est faux. Si quelques-uns ont dit que je suis allé chez lui, c'est faux. Je les laisse avec Dieu et je leur oppose le Coran. À Kanlaya, Denis dessous, à Kanlaya, Douane de Kaya. Ça c'est un. De deux, moi je n'ai jamais dit que Mohamed Issou m'a arraché la roue. Comme il a arraché des militants avant moi. Comment à Kanlaya. Il y avait des témoins qui étaient là assis. Moi, Mohamed Issou ne peut pas m'arracher la roue. Quelqu'un d'autre ne peut pas m'arracher la roue. C'est pas possible. L'arbre à palabre, je l'ai créé, je ne l'ai pas créé pour moi, je l'ai créé pour mon petit-fils. La roue a changé de ligne éditoriale. Mais je ne travaille pas dans la roue, moi. Je te dis, la roue m'appartient. Je suis actionnaire de la roue, mais je ne travaille pas à la roue. J'ai lu la roue comme toi. Tu vois, moi, en tant que membre de la roue PCA, voilà ce qu'on m'apporte. Chaque fois qu'on tire la roue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est tout de suite là, avant votre arrivée, qu'on m'a apporté ça. Là. Chaque fois qu'ils font un journal, ils me donnent 10. Et ils m'envoient 30 à Maradi pour mon parti. Et avant, on envoyait 30 à Zender aussi, on envoyait 30 à comment ça s'appelle, à Tawa. Même maintenant, le pénal, on m'a profité là. C'est tout.